Bonjour, alors bienvenue à la 5e partie des recettes à Pierrette, donc une révision sur les chapitres 9, 10 et 11. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran des recettes à Pierrette. Est-ce que tout le monde voit ça ici? Vous pouvez me faire un petit oui ou un petit signe là, pour me dire que vous voyez ça. Bon. Est-ce que vous entendez ça aussi? Donc, c'est l'indicateur de les recettes à Pierrette. Je ne sais pas si ça vous rappelle des bons souvenirs. Mais on va commencer par lire l'énoncé. Donc, je vais vous présenter l'énoncé ici. Donc, la 5e partie, héritage, liste et interface des recettes à Pierrette. Donc, ça va vous permettre de réviser un peu ces notions-là en vue de votre examen final. Donc, ça porte sur le chapitre 9, 10 et 11, comme j'ai dit préalablement. Et donc, la première consigne, modifier la classe ferme de façon à ce qu'une liste soit utilisée pour implémenter la collection d'aliments plutôt qu'un tableau une dimension. Donc, si vous vous souvenez bien, on avait fait dans les recettes à Pierrette une classe ferme, donc qui représentait une ferme, donc on pouvait récolter des aliments. Donc, la classe ferme commence ici. Et ce qu'on avait utilisé ici comme composition, donc ici, on a un tableau d'aliments dans la ferme. En fait, c'est plus une agrégation parce que les aliments continuent à exister à l'extérieur de la ferme quand ils sont achetés, par exemple, et emportés par des clients. Donc, c'est ça la différence entre une composition et une agrégation. Je vous le rappelle, donc une composition, les éléments de la composition sont créés au même moment et sont détruits au même moment. Tandis que dans une agrégation, bien, les éléments peuvent continuer à exister à l'extérieur de la collection ou de la liste. Donc, présentement, ici, ce qu'on veut faire, c'est utiliser une liste plutôt qu'un tableau. Et là, ça a plusieurs avantages. Là. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une liste. Oh, ça part bien. Il faut juste que je trouve les crochets sur ce clavier. Une liste d'aliments. Donc, ça va créer comme ça. Donc, ici, on utilise la classe générique. Pourquoi générique? Parce que ça pourrait être une liste de n'importe quoi. Une liste de thé, une liste ici d'aliments, de int, de string ou de ce que vous voulez. Mais ici, on a une liste d'aliments donc qu'on va utiliser à la place d'un tableau. Donc, ici, je vais enlever mon inventaire. Ça devient maintenant une liste d'aliments. Donc, évidemment, ce qu'il faut que je fasse, c'est adapter le reste du programme, étant donné qu'ici, je n'utilise plus un tableau, mais plutôt une liste, qui est un objet qui donne beaucoup plus de fonctionnalités qu'un simple tableau. Donc, dans l'inventaire ici, je dois créer ma liste au lieu de créer le tableau. Donc, je vais faire inventaire égale new list d'aliments. Donc, justement, j'appelle un constructeur qui ne prend aucun paramètre et qui crée une liste d'aliments. Donc, ça fait juste créer la liste. Ça ne crée pas aucun aliment. Elle est vide au départ, la liste. Même titre ici que les cases des tableaux ici ne contiennent rien au départ. Donc, récolter ici, ça va beaucoup simplifier la récolte parce qu'on n'a pas besoin de savoir ici le nombre d'éléments au départ. On n'est pas obligé de se créer un tableau temporaire. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre inventaire, point, et j'additionne ou j'ajoute à ma liste. Donc, je fais add new aliment. Donc, ici, j'aurais pu utiliser une variable temporaire pour mon aliment, mais c'est plus ou moins utile. Donc, je fais mon new directement dans ma parenthèse. Donc, ça crée un nouvel aliment et tout de suite, ça l'ajoute à mon inventaire. Donc, je fais ça comme ça. Et là, je vais juste déplacer ça comme ça. Sans oublier la parenthèse finale. Et je fais ça partout, inventaire.add, au lieu de mettre ça dans un tableau temporaire. Ça, comme ça. Inventaire.add. Et après, bien, effectivement, je n'ai pas besoin d'utiliser ma méthode ici que j'avais programmée ajouter aliment parce qu'on avait un peu simulé en fait les fonctionnalités d'une liste en faisant des méthodes comme enlever ou ajouter
Donc, ce que je vais faire ici, ben, je mets ça en commentaire. Je me suis trompé de place. Je mets tout ça ici en commentaire. On n'a plus besoin de ça. Vous voyez comment on enlève du code et ça simplifie le code. Éventuellement, je pourrais enlever tout ce qui est en vert ici, mais c'est pour vous montrer que ici, en 3 lignes, je suis capable de créer des objets et les ajouter à mon inventaire. Ajouter élément, bon, celui-là n'est plus pertinent parce qu'on n'a pas besoin de trouver une place libre et tout ça. Tout ça, c'est fait avec la liste. En fait, add, ça rajoute à la fin, tout simplement, de la liste. Donc, j'enlève tout ça. Récolter texte. Donc, ici, on récolte à partir d'un fichier texte. Qu'est-ce qui va changer ici si j'utilise une liste au lieu d'un tableau? Donc, bon, ça ne change pas tant qu'on n'est pas à la fin du fichier. Ici, ajouter élément n'existe plus, mais finalement, on le remplace par un appel tout simplement à inventaire.add aliment. Donc, ici, on passe directement à la liste plutôt qu'à notre méthode ajouter aliment. Ça va, tout le monde? Vous me suivez encore? Toute la foule présente. Yes, j'aime ça, pouce en l'air. Donc, ensuite, pour acheter un aliment, donc qu'est-ce qui va changer ici? Bon, premièrement, ici, taille inventaire max. On n'a plus de maximum. Hein? C'est ça qui est le fun aussi avec la liste. Il y a un maximum ici par rapport à physique, c'est-à-dire à la quantité de mémoire qu'on dispose à l'ordinateur, mais il n'y a pas de limite préétablie comme on est obligé de faire avec un tableau. Donc, ici, au lieu de taille inventaire, ça va être plutôt de i inventaire.count. Donc, le nombre d'éléments dans mon inventaire. Je vais parcourir tout mon inventaire. Je vais mettre ça comme ça ici. Donc, si i est plus petit que le nombre d'éléments dans mon inventaire et que je n'ai pas encore trouvé mon élément, ici, on testait toujours si la case était nulle. Mais ici, on ne met pas de nul dans une liste. On pourrait en mettre, mais ça ne donne pas grand-chose. Donc, ici, dans la liste, on n'a jamais de nul dans ce cas-ci. On va s'arranger pour jamais avoir de nul dans notre liste. Donc, ça ne sert à rien de tester ici si l'inventaire n'est pas égal à nul. Donc, encore une fois, là, ça simplifie notre code. Si inventaire est crochet-i.code, ça fonctionne toujours parce qu'avec une liste, on peut utiliser des crochets au même titre qu'un tableau. Donc, on diminue la quantité de l'inventaire. On se crée un nouvel aliment ici, une copie de l'aliment hein, qu'on va retourner à celui qui l'achète. On diminue la quantité ici pour avoir un seul. Bon, ça c'est une passe-passe qu'Étienne avait faite pour avoir une quantité de 1 comme quand on achète un élément. Si l'inventaire est hors stock, donc si on tombe à 0, ben là, il faut détruire cet aliment-là. Ce qu'on faisait avant, on le mettait tout simplement à nul. Et vous savez que quand on n'a plus de référence sur un objet, le ramasseur de miettes passe en arrière et va détruire de la mémoire les objets qui n'ont plus de référence dans un moment qui est difficile à prévoir là, pour le ramasse-miettes. Mais ici, étant donné qu'on a une liste, on va faire ça différemment. On va tout simplement faire, ça je vais mettre ça comme ça, on ne va pas mettre à nul l'élément, parce que là, on va se retrouver avec un nul dans notre liste, et je viens de dire que ce n'est pas ça qu'on veut. On ne veut plus avoir de nul dans notre liste, on ne veut plus avoir à gérer des points, des références nulles ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève, on fait un remove. On enlève carrément la référence de la liste. Donc, la liste ne contiendra plus cet aliment-là. Donc, on fait remove at la position i. Donc, vous voyez, ça change un peu ici la méthode acheter. Valeur de l'inventaire. Aussi, ça devient intéressant. Valeur inventaire, on passe tous les aliments, puis on calcule ici le prix multiplié par la quantité pour chaque aliment, et puis on additionne tout ça. Bon, ici, on a un for avec un compteur. Hein. Des fois, on est obligé dans une liste d'utiliser un for avec un compteur si on veut modifier la liste. Mais si on ne veut pas modifier la liste, on peut utiliser quelque chose de beaucoup plus simple qui va être un for each. Hein. Vous avez appris ça? For each. Donc, pour chaque aliment, disons A, dans mon inventaire, donc le for each, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tour de rôle chacun des éléments dans la liste et retourne une référence à ça. En fait, A devient une référence à chacun des aliments de ma liste à tour de rôle. Donc là, je me bats encore avec les accolades. Ça, donc chercher dans ma vie des accolades. Bref, for each ici, et là, ce qu'on fait pour chaque aliment dans la liste, bien, on calcule le total.
Donc, total plus égal, ici, on n'utilise pas un compteur, on utilise un for each. Donc, ça va être A point prix rabais, inventaire, A point quantité. Donc, pour chaque A dans mon inventaire, pour chaque aliment dans mon inventaire, à l'intérieur, ici, A devient un aliment. Donc, il va parcourir toute la liste comme ça. Et on va chercher ici les différentes propriétés de notre aliment A. Donc, on multiplie ensemble pour avoir le total. Donc, vous voyez encore une fois la simplification ici que la liste me permet d'avoir. Je n'ai plus besoin de tester si j'ai un élément nul, il n'y en a pas. Et puis, je n'ai plus besoin d'un compteur parce que j'utilise un joli for each. Donc, les for each, très pratiques à utiliser, mais rappelez-vous qu'il ne faut pas modifier la liste quand on fait un for each. C'est juste parcourir en lecture une liste. Afficher inventaire, ben là, ça va ressembler étrangement à un for each aussi, hein, parce que j'ai juste besoin d'afficher les éléments de ma liste. Je n'ai pas besoin de les modifier. Donc, encore une fois, je vais faire sensiblement la même chose, sauf qu'au lieu de faire un calcul, je vais plutôt afficher. Donc, j'appelle la méthode afficher de mon élément A. A.afficher. Donc, pour chaque A dans mon inventaire, pour chaque aliment dans mon inventaire, j'appelle la méthode afficher et j'affiche une ligne. Donc, tout ça, encore une fois, devient obsolète. Vous voyez comme si on enlevait tous les commentaires là, que j'ai mis depuis le début, ça réduit énormément le code. Sauvegarder. Donc, sauvegarder aussi. C'est un peu la même chose ici. Donc, je vais faire un autre for each. Donc, au lieu d'un for ici avec un compteur, je fais un for each. Pour chaque aliment dans l'inventaire, ce que je vais faire, c'est cette ligne-là. Donc, SW, mon stream writer.writeLine, A.chain. Et tout ça, je mets ça en commentaire. Donc, je transforme en for each les boucles qui servent seulement à lire ma liste d'éléments. Et j'utilise un compteur quand j'ai besoin de modifier la liste, comme par exemple ajouter ou enlever un aliment. Ici, on avait cette chose-là, la propriété indexée ici, pour retourner un élément, un aliment finalement. On peut utiliser encore le même principe, donc sauf que taille inventaire max, au lieu de taille inventaire max, ça va être quoi? Ça va être le nombre d'éléments dans ma liste, hein, inventaire.count. On retourne un nouvel élément. Ici, on tourne une copie hein, pour éviter quoi? Un bris d'encapsulation. Parce que si on retournait tout simplement ça comme ça, donc on retourne une référence à un aliment qui est à l'intérieur de la ferme. Donc, on vient de donner finalement une référence. C'est comme si on ouvrait une porte sur un de nos aliments et n'importe qui de l'extérieur peut venir changer l'aliment sans que la ferme s'en rende compte. Ça, c'est un bris d'encapsulation et on veut éviter ça le plus possible en faisant quoi? En faisant une copie ici. Hein, on appelle le constructeur de copie new aliment. Ça s'appelle le constructeur de copie. Pourquoi? Parce que ce qu'on met en paramètre, c'est un autre objet de même type, donc c'est un autre aliment. On veut créer une copie. Et vous vous souvenez, dans les capsules précédentes, là, sur les recettes à Pierrette, on avait créé le constructeur de copie. Donc, c'est pour ça ici que ça fonctionne. Donc, on a fait le tour ici de notre ferme. On a changé finalement, au lieu d'utiliser un tableau, on utilise une liste. On peut vérifier, évidemment, si ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, bon, ça, je vais enlever ça. Je vais me créer une ferme comme d'habitude. Je vais récolter comme d'habitude. Ici, on va oublier temporairement le fichier texte et on va afficher l'inventaire. Et bon, je vais enlever tout ce code superflu. Donc, tout simplement comme ça. Et là, on va tester pour voir si ça fonctionne. Je vais un peu trop fort. On enregistre. On génère, pas la solution, mais le projet. Bon, il est parti, lui, là. On va annuler ça. Générer. Donc, si on exécute, est-ce que vous voyez l'exécution? Donc, si on exécute ici, bon, ça nous donne melon d'eau
carottes et tofu, qui sont les trois, finalement, aliments qu'on a créés ici dans Récolter. Hein. Vous voyez Récolter ici. Ça, c'est les trois aliments qu'on a créés. Donc, on a pas mal répondu là, à notre première question, modifier la classe ferme de façon à ce qu'une liste soit utilisée pour implémenter la collection d'aliments plutôt qu'un tableau, une dimension. Je vais juste aller voir s'il y a des commentaires. Non, on n'a pas vu l'exécution. Je vais refaire l'exécution. CTRL F5, parce qu'ici, il faut changer le partage, New Share, donc pour aller voir l'exécution. Voilà, maintenant, ce que vous voyez, melon d'eau, carotte et tofu. Tofu qui est de la viande, ou en tout cas un substitut de viande. Donc, je reviens à mon Visual Studio. À la question 2. Donc, assurez-vous que la classe aliment implémente l'interface i-comparable aliment afin de pouvoir trier les aliments en ordre de code après la récolte. Donc, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on aimerait ça pouvoir classer finalement notre liste d'aliments en ordre alphabétique du code. Hein. Le code, je vous le rappelle, si on revient dans programme.cs, le code ici, c'est dans aliments. Le code qui est une chaîne, qui est une construction à partir du nom, ensuite de la catégorie, de l'unité. Donc, ça, c'était aussi dans une capsule précédente. Donc, on devrait pouvoir trier ça en ordre alphabétique. Donc, pour pouvoir trier, donc pour pouvoir utiliser la méthode sort, parce que ce que je vais vouloir faire, c'est qu'une fois qu'on a récolté, donc on va aller dans ma ferme, ferme, on récolte, et après ça, ce qu'on aimerait faire, c'est de mettre en ordre l'inventaire. Donc, faire inventaire.sort, tout simplement comme ça, pour mettre en ordre. Mais ça ne fonctionnera pas parce qu'il ne sait pas comment mettre en ordre des aliments. Quel aliment vient avant l'autre? C'est quoi? Comment on fait pour mettre en ordre des aliments? C'est-tu par ordre de poids? C'est-tu par ordre de prix? C'est-tu par ordre de nom? C'est-tu par ordre de code? Bon, ici, on a déterminé qu'il fallait les trier par ordre de code. Donc, pour pouvoir comparer des aliments entre eux, la méthode sort a besoin que les éléments de la liste, donc ici les aliments, implémentent l'interface i-comparable. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais retourner dans mon aliment et là, je vais dire ici i-comparable. Donc, un aliment peut être comparé à un autre aliment. Donc, c'est pour ça que je vais dire que c'est l'interface i-comparable de aliment. I-comparable ici, qui est une interface générique, encore une fois, un peu comme la liste, donc qui permet de comparer avec plusieurs types différents. On pourrait comparer un aliment avec des chaises, je ne sais pas, ça serait un peu bizarre, mais ici, on compare un aliment avec un aliment. Et là, ce qu'il nous dit, premièrement, bon, il met ça en rouge. Pourquoi? Parce que si on implémente une interface, ça nous donne des obligations. Donc, notre obligation ici, ce serait d'implémenter la méthode compareTo. Donc, pour être i-comparable, donc pour dériver de cette classe-là, ou plutôt pour implémenter cette interface-là, il faut absolument programmer la méthode plutôt la méthode compareTo. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais implémenter, donc, de façon publique, int, compareTo, et on va comparer à quoi? À un autre aliment. Donc, je vais mettre des accolades. On copie des accolades. J'en ai vraiment copié souvent des accolades dans ma vie. Donc, public int compareTo. Donc, ici, compareTo, c'est finalement une méthode qui doit retourner une valeur numérique, un int 1. Et qu'est-ce que ça doit retourner? Soit -1, ou une valeur négative, peu importe, soit 0, soit 1. Donc, -1, ça veut dire que l'objet courant 10 doit aller avant
l'objet passé en paramètre, que je vais appeler autre ici, j'ai oublié de mettre un nom à mon paramètre. Donc, il faut que, si je retourne -1, ça veut dire que l'objet, l'aliment sur lequel on appelle compare to, doit aller avant dans la liste ou dans mon tri, avant l'objet qui est passé en paramètre qui est autre. Si c'est 0, ça veut dire qu'ils sont pareils, c'est-à-dire qu'ils ou même position ou peu importe. Donc, les deux ont la même, ils peuvent aller finalement un avant l'autre ou l'autre après l'un. Donc, la position ici n'a pas d'importance. Et 10, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire que quand c'est 1, il faut que 10 soit après l'élément passé en paramètre, après autre. Donc, ici, c'est le code qu'on veut utiliser. Hein, le code qu'on veut utiliser comme clé pour classer les éléments. Ça pourrait être, comme je vous disais, le poids, ça pourrait être la quantité, mais ici, on veut les classer en ordre de code, finalement. Donc, ce qui est vraiment facile ici et qui est génial, c'est que code, c'est un string, hein, et on peut utiliser la méthode compareTo parce que dans string, on a une méthode qui s'appelle compareTo et qui fonctionne exactement comme le compareTo qu'on veut implémenter. Donc, ce qu'on va comparer, c'est le code de l'élément courant de 10 qu'on va comparer au code de l'élément passé en paramètre, donc autre.code, de cette façon-là. Et c'est ça qu'on retourne. Return code.compareTo. Donc, finalement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que pour implémenter le compareTo, en fait, compare les deux chaînes de caractères ici qui sont code de l'objet courant et code de l'objet passé en paramètre. Donc, ici, c'est aussi simple que ça pour implémenter l'interface comparable, mais il faut le faire parce qu'ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que notre clé de classement, c'est code. C'est le code de l'aliment. Donc, encore une fois, on peut essayer ça pour voir ce que ça va changer. Donc, je vais générer mon projet. Yes, pas d'erreur. J'exécute et je partage. Donc, new share, on va aller chercher ici l'exécution. Donc, vous voyez qu'ici, on a les mêmes éléments que tantôt, sauf qu'ils ont été classés en ordre de code. Hein, parce qu'ici, on a carotte qui vient en premier, C, donc melon d'eau M et tofu T à la fin. Donc, ça fonctionne. On a implémenté notre interface qui est comparable, ce qui nous permet d'utiliser la méthode sort dans ce cas-ci. Donc, je reviens à mon Visual Studio. Ça va tout le monde? Vous me suivez toujours? Pas de questions jusqu'à maintenant? Donc, on revient à l'énoncé. La question 3, ajouter la classe ferme d'élevage, qui sera une classe dérivée de ferme. Redéfinissez la méthode récoltée. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va avoir une ferme globale, une ferme générale, et on veut avoir des classes plus spécifiques pour des catégories de fermes. Donc, une ferme d'élevage qui va récolter finalement de la viande, hein, une ferme d'élevage pour les animaux, et une ferme maraîchère, donc, ou un maraîcher ici, qui va récolter des fruits et légumes. Donc, on est en train de spécialiser ici notre classe ferme en créant des classes dérivées. Hein. Donc, ça, ici, on est en train de parler d'héritage. Donc, je reviens ici dans mon programme. Donc, on n'a plus besoin de la classe aliment pour l'instant. C'est-à-dire, on a encore besoin, mais on ne les touchera plus. Classe ferme ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une autre classe. Classe ferme élevage. Et on dit qu'elle dérive, donc on met 2 points de la classe ferme. Donc, elle va hériter de toutes les fonctionnalités de la ferme, toutes les propriétés, toutes les méthodes, donc de la classe ferme. Et ici, je vais encore mettre mes accolades que je ne prends jamais le temps de checker sont où sur mon clavier. Mais bref, ferme, élevage, ferme. Donc, on est en train de dériver de la classe parent ferme ici. Alors, une chose qu'on va voir, c'est, bon, est-ce qu'on a besoin de créer un constructeur? Est-ce qu'ici, on a des informations qui sont supplémentaires à la ferme? Bon, ce n'est pas dit dans l'énoncé,
Donc, et le constructeur ici, parent, n'a pas aucun paramètre. Donc, je n'ai pas besoin ici, dans ma classe dérivée, là, pour cet exemple-là, de créer un constructeur là, qui va refiler l'information en appelant le constructeur parent, tout ça, parce que ici, on n'a aucune information à donner lors de la construction. Ce qu'on nous dit, par exemple, c'est de redéfinir la méthode récoltée. Redéfinir, ça veut dire qu'on réécrit exactement la même méthode avec la même signature. Signature, c'est quoi? C'est le même nom de méthode avec les mêmes paramètres. Donc ici, pour être sûr que ça fonctionne, je ne fais pas d'erreur de syntaxe, je vais copier carrément ma signature ici, public void récolté, que je vais mettre dans ma classe dérivée, donc la classe ferme élevage. Et encore une fois, bon, ferme élevage, ici, ça va créer des animaux. Donc, je vais aller copier des trucs dans ma classe originale. Et donc, finalement, récolter ici va être différent dans mon inventaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter non pas des melons d'eau, mais par exemple du poulet, qui va être de la viande, évidemment. Je n'ai pas encore inventé un fruit en forme de poulet. Donc, de la viande, ici, qui va être vendue à l'unité, puis mettons que ça coûte, je ne sais pas, 20 $, un poulet. Ça dépend des poulets. Un bon poulet ici, et quand on a ça en inventaire, ça a bien de l'allure. Donc, qui est ensuite un poulet, bon, on pourrait avoir aussi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir du porc, une bonne chope de porc sur le barbecue l'été. C'est tellement bon. Point viande en unité ici, donc on va aller en grammes. Donc, bon, ici, mettons 0,2 et on en a 1000 grammes, 1 kg de porc en inventaire. Et ici, on pourrait avoir du bœuf, qui est de la viande, en grammes aussi, pas mal plus cher du porc que du bœuf. Et on en met, on va faire l'inverse ici, 1000 grammes et 2000. C'est peut-être un peu beaucoup, par exemple, pour 56 grammes, mettons 0,05. Bref, voilà ici notre ferme d'élevage. Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, au lieu d'ajouter des fruits et légumes, elle ajoute des aliments ici de viande, porc, poulet et bœuf. Alors, pourquoi il me met ça en rouge? Ici, on va aller voir l'erreur ici qui est indiquée. Ferme inventaire, c'est toujours important d'aller voir les erreurs. Les lire aussi, lisez-les parce que vous allez comprendre au fur et à mesure, là, en vous habituant à qu'est-ce que ça veut dire les messages d'erreur. Ferme inventaire est inaccessible en raison de son niveau de protection. Donc, on va aller voir dans la ferme pourquoi il nous dit ça. Inventaire, ici, si vous regardez, c'est quoi son niveau de protection? Ah, il n'y a rien de marqué, hein? C'est pas public, c'est pas privé, c'est pas protégé. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce temps-là? Ça veut dire que par défaut, c'est privé, hein? Parce que par défaut, on veut que tout soit privé dans les classes le plus possible. Donc, ici, évidemment, même si je suis une classe dérivée, je n'ai pas accès aux choses privées de mon parent. Donc, ici, pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer que c'est protégé, protected. Protégé, ça veut dire c'est pas public, pas tout le monde qui a accès. C'est moi qui ai accès et aux enfants, aux classes dérivées. Donc, ça va permettre à ferme d'élevage, qui est une classe dérivée de la ferme, d'avoir comme un privilège, si vous voulez, sur l'attribut inventaire ici, de pouvoir y accéder directement. Donc, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur sur l'inventaire parce que maintenant, l'inventaire est accessible par la classe dérivée. Donc, c'est ça le protected ici. Et ici, en vert, il nous dit récolter. Bon, récolter, masque le membre hérité, ferme.récolter, utiliser le mot-clé new si le masquage est intentionnel. Ici, ce qu'on veut faire, c'est du polymorphisme, hein, parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit la méthode récolter de la classe dérivée qui soit appelée. Quand on récolte, on ne veut pas avoir ici, on ne veut pas que ça récolte ici des melons d'eau, des carottes et des tofu. Quand on est dans la classe dérivée, quand on est dans la ferme d'élevage, on veut que ça récolte du poulet, du porc et du bœuf. Donc, on veut que ça soit la méthode de la classe la plus dérivée qui soit appelée ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un override. Donc, je
override void récolté. Et dans ma classe, ici, il me donne une erreur parce que dans ma classe de base, je dois indiquer que ma méthode est virtuelle. Virtuelle, donc ici, pour activer le polymorphisme, pour dire, bien, quand tu as un objet de type ferme-élevage, appelle la méthode de ferme-élevage, donc de la classe dérivée, non pas celle de la classe parent. Donc, c'est ici virtual pour récolter et override pour récolter dans la classe dérivée. Donc, ici, c'est pour activer le polymorphisme. Donc, si je retourne à mon énoncé, qu'est-ce qu'on a? On a redéfini la méthode récoltée. On veut ajouter ici la classe ferme maraîcher qui sera une classe dérivée de ferme et on redéfinit la méthode récoltée. Bon, ici, c'est exactement le même principe. Donc, je vais copier tout ça pour me faire une troisième classe qui va être une ferme maraîchère. Bon, je sais ici, il manque un accent qui est E, mais une ferme de maraîcher. Une ferme maraîchère. Tu sais, on faire les choses correctement. Une ferme maraîchère. Donc, ici, la méthode récoltée, ben, ce qui va changer, évidemment, dans une ferme maraîchère, c'est qu'on va avoir des fruits et légumes. Et là, bon, je peux aller chercher ici, question de économiser du temps, je vais aller chercher melon d'eau, carottes. Ça fera déjà ça. Dans ma ferme maraîchère. Melon d'eau, carottes, c'est bon. Tofu. On ne récolte pas vraiment du tofu, ça ne pousse pas des arbres, c'est plutôt un produit transformé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On pourrait avoir des patates, tiens, des patates qui sont un légume. Patates, ça ne coûte pas bien cher. Donc, mettons 0,001 et on en a 20 kg de patates. Bon. Alors, ici, récolter de ma ferme maraîchère, vous voyez ce que ça fait? Bien, ça récolte des fruits et légumes, évidemment, dans une ferme maraîchère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ça maintenant dans notre programme principal. Donc, on va aller dans le main. Et vous voyez ici, ce qui va être très, très, très intéressant, c'est que, bon, j'ai une ferme, ma ferme, on va dire. Et là, au lieu de créer une ferme, je vais créer une ferme, mais spécialisée, une ferme de classe dérivée. Mettons une ferme d'élevage en premier. Une ferme d'élevage ici. Et après ça, je peux utiliser la ferme pareil comme je faisais avant. Tout ce qui change ici, c'est dans la création de mon objet. Je crée un objet de la classe dérivée ferme élevage et je mets ça dans une référence d'un parent de ferme ici. C'est ça qui va permettre d'activer le polymorphisme parce que quand je vais appeler la méthode récoltée de ma ferme, bien, il va appeler la bonne méthode. Il ne va pas appeler la méthode de la référence ici, mais plutôt appeler la méthode de la classe dérivée ou de l'objet réel qui a été créé ici. Peu importe quelle référence on utilise, il va aller chercher la méthode de l'objet réel qui est une ferme d'élevage. Donc, je peux faire ça aussi avec ma ferme maraîchère. Ferme maraîchère. Et je vais récolter et afficher l'inventaire de ma ferme maraîchère. Donc, 2 et 2. Bon, vous voyez ici, j'utilise des variables avec un 1 puis un 2. Ce n'est pas super. Hein? Ce n'est pas la bonne façon de faire ici. Ce n'est pas vraiment les besoins de l'exemple. Mais ce qui serait encore plus cool ici, c'est d'avoir une liste de fermes. Une liste de fermes, puis après ça, tiens, je vais le faire. Je m'emballe, ça y est. Une liste, ça va être beaucoup plus cool. Une liste de fermes. Mettons liste. Désolé, il y a un petit temps mort, pas prévu, mais ça va être beaucoup mieux comme ça. Une liste, new list de fermes. Maintenant qu'on parle de liste. Et ce que je vais faire, c'est qu'à ma liste, vous voyez ici, je vais ajouter à ma liste, liste.add, je vais ajouter une nouvelle ferme, mais ici, je vais choisir une ferme d'élevage. New ferme d'élevage. Et après ça,
bien, je vais faire la même chose en ajoutant une ferme maraîchère. On pourrait vraiment faire des affaires cool avec ça parce que ça crée des objets. Hein, c'est comme une fabrique d'objets. Donc, et là, ce que je vais récolter ici, ben, je vais, pour chaque ferme, pour chaque ferme, mettons, ferme F in list, liste, ça prend un E en français. Donc, pour chaque ferme dans ma liste, ce que je vais faire, c'est je vais récolter donc F.récolter. Et là, ce qui est ici, je ne mets pas d'accolade, là, mais c'est mieux d'en mettre, là, même si on a juste une ligne. Donc, pour chaque ferme, j'appelle récolter. Et ici, c'est là que toute la beauté du polymorphisme se trouve, parce que je récolte, mais je ne sais même pas de quel genre de ferme il s'agit. Hein. Le premier ici, c'est une ferme d'élevage. Le deuxième, c'est une maraîchère. Je pourrais les mettre dans l'ordre inverse. Ça pourrait être juste des fermes d'élevage, ça pourrait être juste des fermes maraîchères. Dans ces deux lignes de code-là, ici, je n'ai aucune idée de quel objet concret il s'agit. Je travaille avec une abstraction qu'on appelle la ferme. Hein. Donc, on élève le niveau de langage ici quand on utilise le polymorphisme. Et après ça, ce que je vais faire, c'est un autre for each pour afficher l'inventaire. Donc, même chose, f.afficher inventaire. Donc là, je me suis lancé sans filet, mais je vais quand même vérifier si ça fonctionne. Donc, on va générer. Ça a réussi, c'est bon signe. J'exécute. Et là, on va aller voir si ça fonctionne. Donc, je vous partage l'exécution. Donc, ici, on a créé en premier, je vous rappelle, une ferme d'élevage qu'on a mis en ordre en plus là, avec notre sort et notre compare to, notre interface e-comparable. Donc, on a bœuf, porc et poulet en premier en ordre alphabétique. Donc, c'est fonctionnel. Et après ça, dans notre liste, on a créé une ferme maraîchère qui, lui, crée carottes, melons d'eau et patates. Donc, tout fonctionne comme prévu. Ouf, j'ai pas l'air de m'être emmêlé dans mes pinceaux. Donc, je reviens ici à mon énoncé. Qu'est-ce qu'on dit dans l'énoncé? Donc, on a fait numéro 3, numéro 4. Numéro 5, assurez-vous que l'on ne puisse plus créer d'objets de la classe ferme. Bon, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait plus créer d'objets de la classe ferme? Réfléchissons un instant. La classe ferme ici, si on y revient, qu'est-ce qu'elle fait? La méthode récolter, elle récolte melon d'eau, carottes et tofu. C'est comme si la classe ferme, maintenant, ça devenait une classe où on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait exactement. La classe ferme, c'est général, hein, c'est abstrait. Est-ce que ça crée des fruits et légumes? Est-ce que ça crée de la viande? On ne sait pas. Il faut pour ça avoir un objet de la classe dérivée. Donc ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que la méthode récolter pour la classe ferme n'a pas vraiment de sens. Hein. Essayer d'imaginer une ferme qui est comme traitement général, qu'on ne sait pas c'est quoi qu'elle fait pousser, c'est pas très utile. Donc, la méthode récolter ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de la mettre virtuelle, on va la mettre abstraite. Abstract void récolter. Ça veut dire, quand c'est abstrait, ça veut dire, la classe ferme a une méthode récoltée, mais elle n'a pas de corps, il n'y a pas de code. Donc, c'est pour ça que j'ai une erreur ici. Si je mets ça abstrait, il ne faut pas que j'aille de code pour la méthode récoltée. Donc, il faut que tu mettes tout ça en commentaire. Il faut que je l'enlève parce que de toute façon, ça ne fait pas de sens. Donc, on ne va pas programmer quelque chose qui ne fait pas de sens. Et on met un point-virgule ici. Donc, on est en train de dire ici, la méthode récolter, pour pouvoir récolter, il faut que tu aies une classe dérivée. Tu ne peux pas avoir une classe parent pour récolter, sinon ça ne fait pas de sens. Et là, on a encore une erreur parce que dès qu'on a une méthode ou une propriété abstraite, dès qu'on a un élément qui est abstrait dans notre classe, automatiquement, on ne peut plus créer d'objet de cette classe-là. On ne peut plus créer d'objet de la classe ferme. Pourquoi? Parce que si on appelait la méthode récolter sur notre objet, elle n'existerait pas, puis ça planterait parce qu'il n'y aurait pas de code. Donc, automatiquement, ça devient une classe abstraite. Il faut rajouter abstract. Bon, ici, vous allez me dire que c'est un peu redondant, il se met de rajouter lui-même, mais c'est ça en C#, des fois, il y a de la redondance comme ça, pour s'assurer que le programmeur ne fait pas des niaiseries. Ce n'est pas toujours une mauvaise idée.
Donc, notre classe ici, dès que j'ai quelque chose d'abstrait, automatiquement, la classe devient abstrait. Là, ça ne change rien pour notre programme principal. Si vous regardez ici, ça ne change absolument rien dans notre main. Excusez le défilement. Mais dans notre main, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas d'objet ferme. Jamais on crée d'objets fermes ici. Les objets qu'on crée, regardez bien les new, on crée une ferme d'élevage et on crée une ferme maraîchère. On ne crée pas de ferme. Ici, ce qu'on crée avec celui-là, c'est une liste de fermes. Donc, on crée une liste, on crée une ferme d'élevage, on crée une ferme maraîchère, mais on ne crée pas de ferme tout court. Et là, si j'essaie de faire, par exemple, ferme allô égale new ferme, de cette façon-là, automatiquement, il va mettre un message d'erreur en disant impossible de créer une instance de la classe abstraite de l'interface ferme. Ici, autrement dit, on ne peut pas créer d'objet de la classe ferme. C'est ça une classe abstraite. On ne peut pas créer d'objet de cette classe-là. Et ça ne veut pas dire que la classe, ça ne sert à rien. Hein? Vous voyez que la classe ici est très, très utile parce que c'est le point commun entre la ferme d'élevage et la ferme maraîchère. Presque tout le code est dans la classe ferme, même si on ne peut pas créer d'objet. Pourquoi? Parce que tout ce code-là, ensuite, est hérité par les classes dérivées que sont ferme élevage et ferme maraîchère. Donc ici, notre classe parent devient abstraite. Ce n'est pas toujours le cas. Hein? Des fois, la classe n'est pas abstraite. Quand on a un comportement par défaut, par exemple, si on avait quelque chose qu'on pouvait mettre dans récolter par défaut, donc là, la classe ne serait pas abstraite. Mais dans ce cas-ci, bon, c'est un peu ce que nous demande l'énoncé, de s'assurer qu'on ne puisse pas créer d'objet de la classe ferme. Et pour ce faire, bien, on met le mot-clé abstract. Ben voilà, ça fait le tour de la révision des chapitres 9, 10 et 11. Évidemment, ça ne va pas dans le détail, mais ça va dans les choses les plus importantes et les concepts les plus importants appliqués à nos recettes à Pierrette, qui finalement sont plus le jardin à Pierrette ou la ferme à Pierrette que des recettes. Mais j'espère que vous avez apprécié cette révision tout au long du confinement. Et voilà, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne fin de session. Je vous souhaite de bien terminer cette session-ci un peu particulière. Et puis, et voilà, je termine. Au revoir. J'arrête tout simplement l'enregistrement.